Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des chroniqueurs alsaciens. J'entends un peu trop souvent qu'en Alsace on n'a rien de spécial à part nos saucisses, nos vins et que notre histoire se limite en gros à changer de nationalité à chaque guerre. Avec cette vidéo je vais vous démontrer que l'Alsace avait des inventeurs de génie qui ont marqué l'histoire nationale et même mondiale. Dites-nous en commentaire si vous les connaissiez tous. Sur ce, bonne vidéo. Charles Frédéric Gerhardt. Ce nom ne vous dit certainement rien et pourtant je peux vous assurer que vous avez déjà utilisé sa formidable invention, voire même que vous en avez dans votre placard là actuellement. Charles Frédéric Gerhardt est né le 21 août 1816 et il est 100% strasbourgeois. Poussé par sa famille vers des études commerciales, il étudie la chimie en cachette et devient professeur à l'âge de 24 ans à Montpellier. Quand il revient à Strasbourg, c'est pour succéder à Louis Pasteur à la chaire de chimie de l'université. Autant dire qu'il est plutôt doué le gars. Il est le premier à faire une synthèse sous forme stable de l'acide acétylique, ce truc là, extraite de l'écorce de saule blanc. La molécule devient célèbre 50 ans plus tard quand le laboratoire Bayer, que l'on connaît tous aujourd'hui, a déposé la marque sous le nom d'aspirine en 1899. Mais malheureusement, Gerhardt, contrairement à Pasteur, ne connaîtra pas la gloire. Il meurt d'une péritonite à l'âge de 37 ans. Pourtant, ce cher monsieur a passé plusieurs milliers de maux de tête à plusieurs milliers de personnes. Merci monsieur Gerhardt. Jean-Pierre Claus. Alors ce point-ci va parler aux grands mangeurs qui regardent cette vidéo. C'est vers 1780 que Jean-Pierre Claus invente le célèbre pâté de foie gras. Selon la légende, le maréchal de cantonade, alors commandant militaire d'Alsace, aurait exigé de son cuisinier un plat qui change du simple lapin aux nouilles. Claus fait cuire une croûte de feuilleté à feu doux, qu'il emplit de foie gras entier et d'une farce de veau et de lard finement haché. Le résultat est extraordinaire. La recette du pâté à la cantonade est envoyée à Louis XVI, qui se montre magnanime. Il offre une terre en Picardie au maréchal et 20 pistolets au cuisinier. Non mais sans déconner, qu'est-ce que vous voulez faire de 20 pistolets quand vous êtes cuistot? Quoi qu'il en soit, la merveille passe de la table des rois à celle des Strasbourgeois quand Claus s'installe à son compte en 1784. La Révolution ne coupe pas les appétits, bien au contraire. Nicolas-François Doyen, ancien cuisinier du premier magistrat de Bordeaux, se rend auprès de Claus à Strasbourg. Il suggère d'introduire la truffe périgourdine dans la recette. Le succès est phénoménal. Pendant 10 ans, Claus et Doyen seront les seuls fabricants au monde du roi des pâtés, comme l'écrira Alexandre Dumas. En 1939, Strasbourg, avec ses 60 fabricants, presque tous regroupés autour de la cathédrale, est sans nul doute la capitale mondiale du foie gras. Et les Alsaciens n'aiment pas qu'on leur dispute ce titre. Thomas de Colmar. Pour ce point, cet Alsacien a conquis le monde. Thomas de Colmar inventa l'arithmomètre. Cette machine connut son heure de gloire à la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Vous connaissez tous cette machine sous un autre nom, la calculatrice. Cet appareil qui permettait d'effectuer les 4 opérations d'un usage simple fut inventé en 1820. Alors oui, il y avait déjà des calculatrices, mais pour la toute première fois, une calculatrice était produite en série et commercialisée dans le monde entier. L'invention de cette machine a permis la démocratisation de ce que l'on appelle aujourd'hui la calculatrice et permis dans le futur que tout le monde pouvait en avoir une chez lui. Donc pour tous les étudiants qui regardent cette vidéo, quand en cours de maths on vous demande de calculer f de x de bidule de trucs, dites-vous bien merci Thomas de Colmar. Josué Heilmann. L'Alsace était très réputée pour ses filatures comme Vesserlin par exemple. Si l'Alsace a pu autant briller, c'est aussi grâce à ce monsieur. Josué Heilmann, issu d'une lignée de bourgeoisie protestante de Mulhouse, est né en 1796. Fils de Jean Heilmann, fabricant d'indiennes, il collabora au début avec lui en tant que comptable. Mais plus que par les chiffres, il est attiré par la technique appliquée à la filature et part à Paris suivre les cours du conservatoire des arts et métiers. À son retour à Mulhouse, il travaille d'arrache-pied. Les inventions et les brevets se succèdent. 1826, la lanterne bobineuse. 1827, le premier métier à broder à 20 aiguilles. 1830, un nouveau métier à tisser vertical. Puis une machine à plier le tissu, un métier à tisser le satin, etc. Mais il travaille parallèlement et avec passion à la réalisation d'une peigneuse mécanique à haute pression. Le peigne à la main était une tâche épuisante qu'il veut faire disparaître. En 1840, il se mit en rapport avec Schlumberger et Sid à Guebwiller
auprès de qui il trouva un appui très utile, car il aurait pu, comme beaucoup d'inventeurs, succomber sous le poids des difficultés d'exécution. En 1843, la trouvaille sort enfin des usines Schlumberger de Guebwiller. Elle fera le tour du monde. Son principe est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui. Josué ne pourra malheureusement pas avoir la joie de mesurer l'étendue de sa gloire, puisqu'il décédera 3 ans plus tard, le 5 novembre 1848. 4 ans après sa mort, sa famille recevra le prix d'honneur de la fondation du marquis d'Argenteuil pour son invention de la peigneuse mécanique. Ce prix était destiné à l'auteur de la découverte la plus importante de la manufacture française. Autant dire que c'est pas de la merde. Josué s'inscrit dans cette longue lignée d'inventeurs et d'industriels qui marqua l'apogée de la révolution industrielle du 19e siècle en Alsace. Ses fils et petits-fils suivront la même voie en améliorant encore le fonctionnement de la peigneuse ou en inventant la fusée électrique, ancêtre des actuelles locomotives diesel électriques. Une famille alsacienne dont nous pouvons être très fiers. Frédéric Auguste Bartholdi. Frédéric Auguste Bartholdi, né le 2 août 1834 à Colmar, est sculpteur et peintre. À la mort prématurée de son père en 1836, sa mère, de condition aisée, décide d'aller vivre à Paris. De 1843 à 1851, il étudie au lycée Louis-le-Grand à Paris. Parallèlement, sa mère l'inscrit comme élève dans un atelier d'un sculpteur et d'un peintre. Ce dernier décèle chez Auguste que sa vocation est dans la sculpture. Auguste Bartholdi obtient son baccalauréat en 1852 et 1 an plus tard, afin qu'il s'installe, sa mère lui achète un atelier. De 1855 à 1856, il voyage avec ses amis en Égypte où il découvre la sculpture monumentale, puis au Yémen. Il en rapporte des dessins et des photographies qui l'influenceront. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, il est aide de camp du général Giuseppe Garibaldi. C'est au cours de cet engagement patriotique que Garibaldi le conforte dans son amour de la République et de la démocratie. Très marqué par l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Empire allemand, il veut dès lors exalter les valeurs de la liberté. En 1871, à la demande d'Édouard Laboulaye, il effectue son premier voyage aux États-Unis pour sélectionner en personne le site où sera installée la Statue de la Liberté. Sa carrière prend dès lors une ampleur internationale. Il devient l'un des sculpteurs les plus célèbres du 19e siècle en Europe et en Amérique du Nord. Il est franc-maçon depuis 1875, adhérent à la loge Alsace-Lorraine à Paris. C'est à partir de cette date qu'il commence la construction de la Statue de la Liberté dans ses ateliers parisiens. La pose de la première pierre du piédestal le 5 août 1884 est d'ailleurs une cérémonie maçonnique. C'est le grand maître de la loge de l'État de New York, William A. Brody, qui la pose, rappelant que les loges l'ont aidé dans son projet. Il effectuera un autre voyage aux États-Unis pour l'inauguration, le 28 octobre 1886. La Statue de la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Elle fut offerte par le peuple français en signe d'amitié entre les deux nations, pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. La Statue de la Liberté représente la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression. Auguste Bartholdi est promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 1886. À notre époque, nous avons une multitude d'inventions absolument géniales. Des inventions spatiales nous permettant de connaître un peu mieux nos origines, en passant par l'accélérateur de particules qui nous a fait faire un bond dans la science phénoménal. On peut pas dire que les inventions se font rares. Cependant, certaines inventions ont un prix excessivement important pour l'avenir de l'homme avec un grand H, ainsi que pour celui de notre planète. L'entreprise Aeolta. Et c'est là que je voudrais vous parler de l'entreprise Aeolta, si on prononce ça comme ça. Cette start-up strasbourgeoise a mis au point en 2010 une invention, ou plutôt une adaptation d'une invention déjà existante. Il s'agit de l'aérocube. L'aérocube est une éolienne d'une longueur de 1,30 m qui ressemble à une cheminée et peut être facilement placée sur un toit. Elle est faite pour le milieu urbain qui n'offre que très peu de place. Le but était de l'installer sur des maisons et les immeubles, en gros de faire de l'aérocube une éolienne compacte pour tous les foyers. L'aérocube a des qualités mais aussi des défauts. Par exemple le fait qu'il soit statique et non giratoire, ce qui entraîna la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise car la production de l'aérocube quand le vent arrivait de la bonne direction atteignait à peine 20%, soit entre 150 et 200 watts selon certains forums. Ceci dit, le fait d'adapter une éolienne à petite échelle et d'en équiper les foyers lambda est une formidable idée. Et Thomas Edison nous dirait probablement qu'un échec ouvre la voie à la réussite.
J'espère vraiment qu'on réutilisera l'idée de cette jeune start-up strasbourgeoise et que l'on arrivera à mettre cet aérocube en place sur tous les toits. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tout comme moi vous êtes fiers de nos inventeurs alsaciens. Si c'est le cas, likez et partagez pour faire découvrir certains de nos joyaux intellectuels. Bien sûr, il y en a plein d'autres, j'ai dû en sélectionner que 5 pour la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.